Donc le professeur Jean-Yves Blé, qui a justement une carrière assez polyvalente parce que vous êtes praticien hospitalier, oncologue spécialisé dans la prise en charge des sarcomes, mais vous êtes aussi professeur des universités, mondialement connu, reconnu, avec de multiples et des centaines de publications justement dans ces domaines, ce qui vous fait aussi spécialisé au niveau de la prise en charge des cancers, au niveau de l'Académie de médecine, mais aussi au niveau européen, où vous êtes spécialisé justement sur la recherche et le traitement des cancers. Vous êtes aussi, encore une autre casquette, directeur général du Centre de lutte contre le cancer de Léon Bérard à Lyon, ce qui vous fait justement une expérience assez transversale sur ces plusieurs domaines d'expertise. Et donc la question un peu qui est posée derrière tout ça, c'est dans le monde de la recherche et du management que vous pratiquez au quotidien, quels sont pour vous l'impact de toutes les nouvelles technologies, de la recherche et du développement de ces nouvelles prises en charge sur la prise en charge au quotidien des patients par les nouveaux professionnels de santé? Merci beaucoup pour l'introduction tout d'abord. Alors, c'est assez clair qu'on est à une période totalement inédite dans l'histoire de la médecine et de la biologie, à un moment où, au fond, les promesses de la biologie qui existent depuis une cinquantaine d'années sur notre compréhension progressive de la biologie de la cellule, et plus particulièrement de la cellule tumorale, se traduisent depuis, alors on peut dire 15 ans, 10 ans, 5 ans, tout particulièrement, de toute façon, c'est un processus d'accélération, en une transformation des prises en charge des patients, parce que, pour faire très simple, et je ne parlerai que de la cancérologie, qui est le domaine que je connais, mais pour faire de manière très simple, on a compris sur ces 15 dernières années à peu près comment fonctionnait la cellule cancéreuse, qu'est-ce qui la faisait démarrer, et la grande révolution qu'on observe, c'est notre capacité, en comprenant la situation de la cellule individuelle de monsieur X ou de madame Y, de pouvoir donner un traitement approprié. Et ce traitement approprié, par opposition aux chimiothérapies cytotoxiques, qui ont des vertus, qui guérissent encore très largement une grande fraction des patients, il ne faut jamais l'oublier quand même, mais elles ont le gros avantage de ne cibler préférentiellement les cellules cancéreuses, et donc d'avoir proportionnellement plutôt moins d'effets secondaires, et globalement des résultats thérapeutiques qui sont bien supérieurs en termes de survie. Donc la transformation, elle est dans plusieurs domaines, dans plusieurs dimensions. La première, c'est que la biologie fait irruption dans le quotidien du médecin et du patient, et on doit avoir une analyse biologique fine, on appelle ça la séquence de l'ADN de la tumeur, du patient atteint de cancer, de ses cellules tumorales, et on sait que c'est un processus complexe, dont le coût a incroyablement varié, puisque je crois que dans toute l'histoire de l'espèce humaine, on n'a jamais eu de réduction du coût comme ça, puisque la première fois qu'on a fait une séquence complète du génome humain, début des années 2000, ça a coûté 2 milliards, il a fallu des centaines d'équipes, il a fallu 15 ans, et maintenant, le même processus, un peu plus de 15 ans plus tard, c'est 2000 € et 6 heures. Et donc, c'est 6 logs, à peu près, et c'est absolument inédit. Et on peut l'avoir en routine pour le patient. Et non seulement on peut l'avoir, mais on doit l'avoir pour un certain nombre de situations pour traiter au mieux le patient maintenant. Donc tout ça, évidemment, est une révolution qui n'est pas finie. D'ailleurs, on n'est pas à la fin on n'est pas sur le plateau. Ça continue à s'accélérer. Ça continue à s'accélérer parce que on n'est pas devant une maladie univoque. J'entendais parler de Darwin juste avant. Et on est devant une maladie très darwinienne, avec une pression thérapeutique et l'émergence de cellules résistantes et plus adaptées, qui est vraiment notre problème. Mais bon, la biologie fait irruption. Et la standardisation de la biologie avec les outils technologiques qui changent et qui s'améliorent tous les 3 mois, à peu près avec une loi de Moore, même si ce n'est pas exactement le même schéma, nous empêche d'avoir des standards stables. Donc ne pas avoir de standards stables, ça signifie que le médecin, à un temps zéro, ce que je dis maintenant, c'est erroné, c'est très différent de ce que j'aurais pu dire au mois de janvier. Et ce que je disais au mois de janvier était probablement en partie erroné maintenant. Donc ça change beaucoup. Et ça change, et on doit s'adapter parce que derrière, les sanctions thérapeutiques sont majeures pour le patient, et on sait qu'on va transformer, alors pas encore chez 100% des patients, loin de là d'ailleurs, mais on améliore progressivement, on grignote progressivement nos frontières, et on progresse dans ce cheminement. Et la troisième dimension, je dirais, c'est que les promesses remplies de la compréhension de la biologie se traduisent réellement dans les faits par des progrès absolument inédits. Des patients porteurs de cancer métastatiques, réputés incurables dans tous les manuels, dans toutes les langues actuellement, et qui sont guéris
dans une proportion importante de cas, je pense au mélanoma métastatique, je pense au cancer du poumon, mais la liste prend désormais plusieurs pages, c'est quelque chose que l'on observe et que l'on n'observait pas il y a 3-4 ans. Donc une transformation assez radicale, et on a des patients qui en gros ont besoin de la biologie, une biologie qui n'est pas très comprise toujours par le médecin qui n'a pas eu ça dans sa formation et qui est obligé de l'apprendre. On a des médicaments qui nous arrivent rapidement, qui sont parfois difficiles d'accès ou au remboursement dans notre pays ou d'une manière générale dans les pays occidentaux, c'est très variable d'ailleurs, et des patients qui vivent de plus en plus longtemps grâce à ces médicaments. Donc oui, c'est une révolution réellement multidimensionnelle. J'avais une question pour vous sur la méthodologie de déploiement du progrès médical. En gros, est-ce qu'il faut avancer avec l'esprit pionnier ou est-ce qu'il faut essayer d'avancer tous ensemble? Avec peut-être une illustration qui est la diffusion dans le système de santé du management par les données. Il y a un exemple, soit sous votre contrôle, professeur, du dossier commun de cancérologie, sur lesquels les centres de lutte contre le cancer avaient mis en place des solutions partagées il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que le dossier médical partagé dans sa version d'il y a 15 ans, avait mis en stand-by. Alors là, aujourd'hui, les centres de lutte contre le cancer ont déjà des bases de données, ont des programmes de management par les données, et on voit qu'il y a un hub national de données de santé qui se met en place. Alors, c'est quoi la bonne méthode? Est-ce qu'il faut stand-byiser ou est-ce qu'il faut essayer d'aller chercher ceux qui sont partis devant en essayant d'aller tracter le reste du système? La réponse, c'est vraiment une question absolument fondamentale, c'est les deux à la fois, je pense. De toute façon, le système est tellement fluide et évolutif qu'il est indispensable. Il y a trop de questions à poser en même temps. On n'a pas assez de moyens. Et donc, il faut laisser les initiatives individuelles et arroser les jeunes pousses qui peuvent pousser. Il y en a qui pousseront, il y en a d'autres qui ne pousseront pas. Mais il faut absolument laisser faire ça, parce que ça va être source de progrès, évidemment. En parallèle, évidemment, et notamment dans un système tel que le système de santé français, on a envie de tirer tout le monde. Alors, tirer tout le monde, ça impose établir des standards dans un contexte, on vient de le dire, où les standards, heureusement, bougent très vite. Pour autant, il faut amener la majorité de la population à pouvoir bénéficier de ces progrès dès lors qu'ils sont établis comme étant authentiquement des progrès. C'est un des débats d'ailleurs. Cette reconnaissance du progrès qui doit être transférée à l'ensemble de la population est une question. Mais il y a une troisième dimension qui est au fond qui est le domaine de la recherche et de la médecine, puisque il ne faudrait pas croire que la médecine notamment la cancérologie, peut être résumée en des recettes ou des recommandations de pratiques cliniques qui peuvent être appliquées de manière très large. On a tous contribué à des recommandations de pratiques cliniques. Tous les 2 ans, j'établis les nôtres dans le domaine d'activité qui est le mien. Au mieux, ces recommandations de pratiques cliniques vont toucher 60%, 65% des patients. Donc dans 35% des cas, ça n'ira pas parce qu'ils ont fait un infarctus juste avant, parce qu'ils ont une hypertension, parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils ont 95 ans, etc. Et on n'y arrivera pas. On n'arrive pas à modéliser l'ensemble des situations et c'est sans espoir. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas d'objet à faire ça, pour l'instant en tout cas. Mais c'est ça le futur aussi. Et je pense que ce futur-là doit être mobilisé probablement avec des outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de comprendre et d'intégrer ces données qu'on ne comprend pas ou que le cerveau humain n'est pas capable d'intégrer parce qu'il y en a trop. De toute façon, on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, mais intégrant cette irruption de la biologie, les données classiques de la médecine, et puis tout ce qu'on ne sait pas, où ils habitent, qu'est-ce qu'ils ont mangé, où est-ce qu'ils ont vécu, quels ont été leurs métiers, quels ont été leurs toxiques, etc. etc. Et ça, c'est un travail à en devenir. C'est pour ça que l'intelligence artificielle est réellement probablement un des futurs de la médecine. Moi, j'étais très impressionné récemment on travaille sur Lyon avec des petites entreprises qui font de la reconnaissance d'examens anatomopathologiques, ce qui est réputé être quelque chose de très compliqué. On reconnaît tel cancer, des cancers super rares, et les anatomopathologistes, ils sont 10 sur cette planète à savoir lequel cancer c'est. La machine est meilleure qu'eux. La machine est meilleure qu'eux actuellement, avec un entraînement qui prend... Alors ça les épate beaucoup, ils sont très contents, ils ne sont pas du tout inquiets d'ailleurs. Ils disent enfin, on va être en zone sécure. Alors ça c'est l'innovation quand elle se passe bien, c'est-à-dire quand elle est française. Et puis vous avez aussi un autre cas peut-être un petit peu plus loin dans votre discipline, c'est le fait que la FDA ait donné il y a quelques semaines sa première autorisation à un mécanisme de reconnaissance d'image en rétinopathie diabétique aux États-Unis. Alors mettons-nous dans la situation
où il y aurait une solution d'IA en cancéro qui soit validée ailleurs qu'en France, qui est sa FDA, et que vous ayez un patient qui vienne vous voir en disant professeur, on m'a dit que les diagnostiqueurs humains étaient dépassés, donnez-moi accès à cette intelligence artificielle non reconnue en France. Qu'est-ce que vous feriez ? C'est un domaine que je ne connais pas, donc je vais être incapable. Je vais essayer de traduire dans mon domaine, parce que ça, par contre, ça m'arrive absolument tous les jours. Tous les jours, des papiers, des articles scientifiques de grande valeur dans les revues prééminentes qui démontrent l'activité de tel médicament ou de tel outil diagnostique dans cette situation-là. Le médicament n'est pas autorisé encore, la FDA est très rapide, le MA est un petit peu plus lente, les systèmes de remboursement de HTA sont assez lents en France. Le médicament n'est pas disponible, et il y a deux solutions. Soit s'il n'est vraiment pas du tout disponible et le patient, s'il a les moyens qui lui permettent, et avec toutes les sélections que ça suppose, peut éventuellement voyager en Europe ou ailleurs. C'est heureusement relativement rare. Ou bien on essaie, alors là je prends ma casquette de directeur d'hôpital, on tente de construire un projet pour le patient qui intègre notre possibilité d'offrir cet outil, et c'est en général pour l'instant partiellement remboursé ou pas du tout remboursé, et l'hôpital prend un peu des risques. Donc j'ai pas de très bonne réponse à votre question, qui est une question fondamentale et qui est particulièrement pertinente à un moment où ça accélère, où ça bouge tellement vite que je me mets à la place des autorités de santé qui enregistrent ou qui autorisent les devices. Comment faire, quoi ? Comment faire ? C'est pas facile. Alors, je vais aller un peu plus loin. Les professionnels dans tout ça ? Parce que, en fait, clairement, là, on arrive dans une période où, justement, l'information, la connaissance se développe très rapidement. Ça a des impacts sur, justement, la prise en charge des patients directement. Et on forme des professionnels avec un délai d'une bonne dizaine d'années. Ah ouais. Donc, comment on intègre ça, justement, dans le changement et dans l'organisation du système de santé dans les 10 ans, dans la formation, exactement, dans les 10 ans qui vont arriver? Est-ce que c'est déjà pas trop tard ? Oui, alors c'est jamais trop tard parce qu'il faut avoir bien entendu une approche positive, surtout sur ces questions-là. Mais effectivement, on a quand même un problème de fond en France qui est les personnels de santé, qu'ils soient médecins ou soignants, sont en nombre insuffisant. Il y a des territoires en France que je connais bien, là où je suis né, où sur 300 000 habitants, il n'y a pas d'oncologues médicaux formés c'est la Drôme Sud, Ardèche Sud. Qui a été formé sur le territoire communautaire de l'Europe. C'est comme ça, on n'en trouve pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas venir, c'est qu'il n'y en a pas. Et je décline ça dans le Nord, où je peux en parler avec mes collègues en Nord-Picardie, en Hauts-de-France, et c'est partout pareil. Donc on a un vrai problème, parce qu'effectivement la formation solide d'un praticien prend plutôt 12 ans que 10 ans, plutôt 12 ans que 10 ans, et là on a un retard très considérable, avec en plus un système qui est difficile, parce que on a de plus en plus de connaissances à apprendre et elles sont de plus en plus fluides. C'est-à-dire que la formation se fait même en cours d'études médicales. Les concepts changent en cours d'études médicales. Ce qui n'était absolument pas le cas quand j'ai fait mes études de médecine. C'était relativement stable. Il n'y a que l'anatomie qui ne change pas. À peu près. L'anatomie, c'est stable. Mais pour la biologie, ça change vraiment énormément. Et donc on a un vrai problème là-dessus qui va se traduire par une surcharge de travail pour les praticiens en place, dans un moment où en plus on a des praticiens qui souhaitent de plus en plus ne pas travailler nécessairement à 100% pour plein de bonnes raisons. Et donc là on a une quadrature du cercle qui est compliquée à résoudre. Alors la bonne version des choses, en tout cas dans la discipline qui est la mienne, c'est que on assiste à des choses incroyables, c'est-à-dire qu'on voit des patients dont les manuels nous disent édités l'année dernière, qui sont incurables, qui sont devant nous et qui vivent comme vous et moi avec des traitements qui ne leur empêchent pas de faire du sport de bon niveau ou travailler et d'élever les enfants, y compris de faire des enfants d'ailleurs. Donc ça c'est assez extraordinaire, mais on a quand même cette balance et je crois que ça traduit assez bien et plus une balance, une pression financière au sein des établissements, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Les centres de lutte contre le cancer sont privés, mais participent exclusivement au service public. Donc je suis entre les deux. Et ça, c'est vraiment une difficulté qu'on voit dans les quelques épisodes tragiques de pression qu'on a vus sur le personnel médical ou soignant, qui traduisent probablement cette tension qu'il y a en permanence. Donc il faut réellement être très très vigilant. Bon, il va falloir apprendre à travailler dans ces conditions-là. Je pense que ça va passer par des délégations de tâches. Et puis, la médecine moléculaire, la médecine moderne, la médecine personnalisée est pleine de promesses, parce qu'en fait, elle simplifie les choses. Il ne faut jamais l'oublier. Ça a l'air compliqué ce que je dis, mais en fait, ça simplifie les choses, parce que tel patient aura tel traitement, et ça sera simple. Enfin,
dans un futur proche. C'est ce qu'on peut espérer raisonnablement, je pense, sur les 10 prochaines années, en plus de combler le déficit en personnel médical. Et de ce point de vue-là, comment vous jugez la formation médicale d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est bien adaptée à tout ça? Je pense qu'elle est bien adaptée. Ils ont vraiment beaucoup de choses à apprendre. Vraiment beaucoup. Déjà nous, mais eux. Et ce qui met... Enfin, la capacité de travail de ces étudiants, en plus, il se trouve que j'ai un de mes enfants qui est en médecine, le volume de travail qu'ils ont, ne serait-ce que avec cet examen en plus en fin de 6e année, est tout à fait considérable. Et je crois que c'est assez adapté. Mais c'est assez adapté dans un contexte de connaissances extrêmement fluide qui change. Et le risque, le risque, la nécessité, c'est d'être en permanence, de remettre en question ce qu'on a appris l'année dernière. Une fois qu'on a ça en tête, on est plus confortable. Donc les QCM, ça marche encore, quoi. Oh oui, la QCM, c'est quand même la meilleure manière enfin, la meilleure, on ne sait rien, parce que je ne suis pas... Mais bon, c'est probablement une manière assez objective de juger la quantité et du volume de savoir des étudiants. C'est imparfait quand même, bien entendu. Peut-être... Dans les évolutions, vous l'avez un tout petit peu abordé, vous dites qu'il y a, avec les nouveaux traitements, les nouvelles thérapeutiques, les nouvelles thérapies en place, vous avez l'impression, enfin on a l'impression en vous écoutant que vous dites que ça simplifie les choses. Et effectivement, si on regarde bien, les formes de médicaments, enfin les formes de traitement seront très différentes, probablement moins lourdes, encore que. C'est pas si sûr finalement que les nouveaux traitements d'immunothérapie simplifieront les prises en charge, mais enfin il y a des formes. Alors en quoi, puisque nous nous intéressons aux questions d'organisation, en quoi les personnels qui ont, même question que pour la formation, mais de manière plus concrète, qui ont été habitués à une certaine prise en charge, comment on arrive à les faire transformer leur propre pratique? Est-ce que vous avez l'air de dire que c'est plus simple, mais c'est peut-être aussi plus compliqué? Enfin, moi, je voulais vous entendre là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, bon, il y a quand même une dimension dans le soin, je parlais des tumeurs solides, là, qui est la dimension chirurgicale, qui, globalement, on ne va guère changer, probablement, dans un futur, au moins à moyen terme. C'est-à-dire que l'organisation de la prise en charge chirurgicale, si elle se simplifie, si elle s'affine, si elle utilise des outils technologiques plus fins, va toujours imposer que le patient reste quelques temps. Mais déjà, la majorité des établissements où je travaille, la majorité des patientes qui sont opérées pour un cancer du sein, plus de 75%, sont opérées en ambulatoire. Elles viennent le matin, elles sont sorties le soir. Et ça, c'est le futur. Et c'est comme ça. Et puis la plupart sont très contentes. Celles qui ne souhaitent pas, d'ailleurs, restent. Donc ça ne va pas changer. Par contre, ce qui est en train de se transformer très radicalement, et là c'est un enjeu aussi pour nous tous, c'est qu'effectivement les patients vont bien, ont peu d'effets secondaires et sont en dehors de l'hôpital. Donc la majorité des patients que l'on voit sont en consultation, ils ont besoin d'une hospitalisation de jour pour recevoir leur perfusion, parfois d'une prescription de comprimés, et on vérifie surtout qu'ils prennent leur comprimés parce que l'observance devient un problème, et ils sont chez eux. Donc ils font les ennuis, s'il y a des ennuis, chez eux. Donc il faut organiser la prise en charge et le suivi des patients sur un mode complètement différent quand on a toujours, et la chimiothérapie est destinée à rester pour les 20 prochaines années encore pour un certain nombre de pathologies où elle est curative. Mais on savait ce qui allait se passer à J10, on prévenait, et à J14, on savait qu'il n'y avait plus de problème, enfin moins de problèmes. Là, c'est plus ça. Ça peut arriver à peu près à tout moment. Il faut être vigilant, il faut être à l'écoute du patient qui va pouvoir présenter un effet secondaire compliqué un peu tardivement et sans prévenir. Donc là, ça impose un patient complètement extérieur en interaction avec une équipe soignante et son médecin traitant, le même malheureux médecin traitant très surchargé de travail lui-même. On commence à voir des problèmes vis-à-vis de patients qui n'ont plus de médecin référent, tout simplement parce qu'ils n'en trouvent pas. Ça, c'est un problème. Et donc, l'articulation ville-hôpital est vraiment notre sujet d'organisation sur les années à venir. L'articulation ville-hôpital et la communication fluide, à nouveau la fluidité, entre le patient et le praticien qui est en charge. Il ne se passe pas je suis directeur d'hôpital, mais je suis mes patients, et il ne se passe pas une journée sans que j'ai des SMS ou des mails de mes patients disant j'ai ça, il faut que je fasse. La réponse est en général laconique, et c'est ça qu'ils attendent d'ailleurs, ça, ou enfin oui ou non, ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Il faut le structurer de manière plus systématique probablement, parce qu'on commence juste à voir cette vague qui arrive, mais ça c'est la prochaine vague. En fait, oui. Vous avez une question, monsieur? Oui.
Tant que le micro arrive, je vous pose ma question. En fait cette année, professeur, les 60 ans des ordonnances Debré. Comment vous voyez l'avenir de ce modèle hospitalo-universitaire? Il y a des volontés de regroupement à un niveau régional. Comment les centres de lutte contre le cancer peuvent s'insérer dans ces dynamiques pour avoir plus de compacité et puis élever la taille critique de nos équipes de recherche? Alors, c'est vraiment une question. Je n'ai évidemment pas la réponse définitive à cette très importante question. Les centres de lutte contre le cancer datent d'un peu avant les CHU. Ils datent de l'ordonnance de 1945 du général de Gaulle, à un moment où la prise en charge des cancers était réellement très disparate dans notre pays, pour ne pas dire comme partout dans tous les pays d'Europe. Donc, les centres ont toujours eu cette position un peu à côté par rapport au centre hospitalier universitaire, tout en étant universitaire. Je suis universitaire et il y a plusieurs universitaires dans l'établissement et dans la plupart des centres de lutte contre le cancer, la totalité des centres de lutte contre le cancer. Donc probablement deux pistes. Première piste, effectivement, une masse critique qui nous permet d'être compétitifs vis-à-vis des gros centres européens et mondiaux. Parce que quand même, globalement, quand on regarde le volume des publications, ça se passe plutôt sur la côte est et sur la côte ouest des États-Unis et dans certains endroits en Chine que chez nous. Ça serait bien que ça change. D'autre part, l'importance de la couverture territoriale. Je crois qu'on a sous-estimé. Il ne suffit pas d'avoir un Harvard quelque part ou un Harvard Medical School à un endroit. Il faut qu'on puisse couvrir du Limousin à la Drôme Sud en passant. Voilà. Et ça, c'est absolument pas abordé. En tout cas, les GHT, qui sont une nouvelle modalité d'organisation, sont une réponse assez partielle, à mon sens, à cette question-là. Et d'ailleurs, ça ne résout pas tous les problèmes, ne serait-ce que numériquement, soignants et médecins. Donc oui, il faut repenser le système, certainement penser à agréger, mais probablement, en ce qui concerne en tout cas la cancérologie, songer à des modèles en réseau, avec délégation de tâches, parce que tout ça, on est passé, avec délégation de tâches pour permettre aux patients de telle ville un peu loin de pouvoir bénéficier des mêmes soins et de la même qualité de prise en charge qu'un patient qui habite à Lyon ou à Paris. Oui, monsieur Blay, il y a plusieurs rapports qui mettent en cause l'accès à ces innovations thérapeutiques pour les patients en France, qui se traduisent bien sûr par une perte de chance. Et je pense notamment au problème des ATU qui sont destinés aux premières indications et qui ne marchent pas dans les deuxièmes indications. Vous connaissez bien le sujet. Et donc, comment faire ça? Il y a d'ailleurs un rapport sénatorial, il n'y a pas longtemps, qui réclame une extension des ATU aux secondes indications. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais en même temps, c'est très compliqué pour les patients. C'est très important pour les patients. Alors, cet accès à l'innovation, il est moins bon en France pour les thérapies innovantes en cancérologie, il est moins bon qu'il n'était, et la situation ne semble pas s'arranger, elle semble au contraire se détériorer. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. La situation ne s'améliore pas, elle se détériore. Nous sommes en deuxième partie de tableau, vers la Bulgarie et l'Irlande. L'Irlande est un peu meilleure que nous d'ailleurs en termes d'accès aux médicaments, indiscutablement. Là c'est factuel, c'est quels sont les nouveaux médicaments disponibles sur le territoire des USA ou dans nos voisins immédiats qui ne sont pas disponibles. On regarde numériquement, j'ai une diapositive que je présente régulièrement dans des débats animés qui font 2 slides où il y a la liste des médicaments qui gagnent en survie, qui ne sont pas disponibles pour le patient français, qui gagnent en survie. Comment faut-il faire dans ces conditions-là? Il faut peut-être repenser le système, un système qui au départ était très ingénieux. Je suis ardent partisan de l'Europe, l'EMA est la bonne structure pour évaluer, il n'y a aucune raison qu'on ait une structure par pays, mais en fait le problème c'est déplacé. Ensuite c'est le remboursement, ce qu'on appelle les Health Technology Assessment Bodies, qui sont responsables de l'accès aux médicaments. Alors en Allemagne, le médicament sort à l'EMA, pof, il est disponible immédiatement aux patients allemands, et ensuite on discute le prix. En France, c'est un processus long, compliqué et douloureux qui aboutit occasionnellement à la mise à disposition d'un tel médicament. Dont la durée peut peut dépasser les 12 mois dans un certain nombre de cas. Dont la durée peut dépasser les 36 mois. 36, d'accord. Ouais, non, on est un peu en retard. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience de ce phénomène-là à travers un certain nombre d'interventions, d'articles et de commissions, dont celle que vous avez fait état. En fait, tout le monde veut faire le bien dans cette histoire. La question, c'est comment on fait pour arriver à un résultat qui est le bon résultat, qui est l'accès à l'innovation, comme on l'avait au début des années 2000, je souligne, comme on l'avait au début des années 2000 dans notre pays, que nous n'avons plus. Comment on fait ça? Il y a plusieurs éléments, ça serait assez technique effectivement, mais je pense qu'au-delà des choses techniques, il faut probablement redonner la parole aux experts,
Les experts sont les seuls qui n'ont pas le droit de se prononcer sur les dossiers parce qu'ils ont des conflits d'intérêts avec l'industrie du médicament. Et je trouve que les anglo-saxons gèrent les choses de manière beaucoup plus pragmatique que les latins que nous sommes, probablement. Et puis probablement se donner aussi des dates, des limites, des critères numériques. Au Royaume-Uni, pays qui a beaucoup plus accès à l'innovation que nous, on s'est moqué longtemps d'eux, hein. Au Royaume-Uni, c'est 30 000 livres par année de vie gagnée. Je ne sais pas d'ailleurs comment on calcule trop ça. Peu importe, mais moi, il y a un chiffre qui est opposable. En France, il n'y a pas de tel chiffre. On n'a pas voulu. Je pense que c'est une erreur. Des choses opposables, numériques, agréées par la communauté des citoyens que nous sommes tous à payer notre sécurité sociale en fin de mois, me paraîtrait une bonne chose. Et je pense que tout le monde veut aller dans cette direction et que tout le monde, il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Tout le monde va aller dans cette direction. Mais le système est grippé, ne fonctionne plus. Oui, une petite question. Jean-Paul Bérégien, médecin. Je vous ai beaucoup entendu parler de l'innovation thérapeutique pour les cancéreux, avec donc finalement une chronicisation de la pathologie. Et dans ces temps récents, on parle beaucoup de prévention et de dépistage et d'anticipation. Vous, en tant que directeur, la masse finalement d'investissement dans les innovations, elle est finie. Est-ce que vous préférez plutôt investir dans l'innovation de dépistage ou plutôt dans l'innovation thérapeutique comme l'immunothérapie, est-ce que, oui, ouais. Je veux dire, est-ce que la biopsie liquide, comme vous l'avez dit un petit peu, finalement, il vaut mieux le dépister plus tôt parce que ça sera plus facile, ou est-ce qu'on doit mettre l'argent ? L'argent, on doit le mettre dans la prévention et dans le dépistage. Ça, c'est clair. Mais moi, je suis directeur d'un hôpital qui a comme mission prévention, dépistage, soins, y compris les soins post-thérapeutiques. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même... Il y a un système de dépistage organisé du cancer du côlon, du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus qui est remarquable en France, qui fonctionne plutôt pas mal, qui touche 70% des personnes qu'elle devrait toucher, un peu moins en fait. Il y a 30% des personnes qui ne sont pas touchées, qui ne sont pas... voilà, ça ne marche pas. C'est la honte totale. C'est la honte totale dans le pays de Pasteur et de Descartes. On a 17% de vaccination HPV chez les femmes françaises. Dans tous les pays autour, limitrophes dans l'Union européenne, sont à plus de 70%. On fait un calcul simple, c'est 500 morts, femmes, par an, sur les 10 prochaines années, chaque année, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait il y a 10 ans. Ça, c'est la prévention. Et ça, j'aimerais bien que l'ensemble des petites filles de 12 à 13 ans, 14 ans soient vaccinées. D'ailleurs, c'est un des trucs que je voulais faire dans mon hôpital, c'est faire une grande affiche disant « Venez au Centre Bérard pour ne pas avoir à y venir ». Mais il faudra que je trouve une formulation un peu plus adéquate. Jean-Yves, bonjour Jean-Yves. Pour revenir un peu sur le fil conducteur de notre journée, tu es directeur d'hôpital d'un centre de lutte contre le cancer. Les CLCC emploient quelque chose comme 3000 à 4000 praticiens, dont plus de la moitié sont des spécialistes en oncologie. Bon, globalement, on a quand même, moi j'ai pris un peu de distance par rapport à l'environnement qui est encore le tien, mais on a quand même le sentiment que le climat est moins dépressif chez les médecins des CLCC qu'il ne l'est dans les hôpitaux publics, et depuis ce matin on n'entend que ça. Est-ce que tu pourrais nous illustrer ça, ce rapport d'étonnement, et nous donner, si tel est aussi ton sentiment, quelques éléments de différenciation qui font que ça va mieux dans les CLCC ou dans les ESPIC, mais les CLCC ont une typologie particulière que dans l'hôpital public. Oui, bon, tu connais bien les centres de lutte contre le cancer, en ayant été secrétaire général pendant 30 ans. Les raisons sont compliquées à trouver, mais au fond, c'est plus petit. Il y a un lien direct avec le directeur. Le jour où j'ai un praticien qui vient me voir en me disant, je le fais court, mais c'est des cas de figure comme ça, j'ai besoin de ça pour monter ce projet-là parce que c'est important, ou orthogonalement, j'ai une patiente de 36 ans, c'est absolument pas remboursé, c'est pour l'hôpital, mais on ne peut pas ne pas donner ce traitement-là qui n'est d'ailleurs pas remboursé. C'est plus facile pour moi de répondre de manière adaptée. Je pense qu'il y a une source de stress que j'ai sentie, j'ai travaillé 10 ans au CHU, il y a une source de stress que j'ai sentie au CHU, que je sens, moi en tout cas, c'est un de mes objectifs, que le confort des soignants et des praticiens dans l'établissement, sous une pression importante. Je veux dire, il ne faut quand même pas sous-estimer la pression. Mais je crois que la petite taille est une réponse
plus adapté, et sans doute pas de hiérarchie aussi. On parlait tout à l'heure de hiérarchie, je suis prof de médecine, plutôt en fin de carrière. Si un jeune assistant vient me voir et me dit « je suis pas du tout d'accord avec vous, ou avec toi d'ailleurs, parce que voilà, ça va se passer sans problème. Et y compris, on discutera. C'est plus difficile dans d'autres structures. Je l'ai vu et j'en ai fait l'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse si on termine comme ça? Ce matin, moi, ça m'a frappé. Beffa, on a reçu Jean-Louis Beffa de Rhône-Poulenc, de Saint-Gobain, et qui nous a dit, en réalité, dans les entreprises, ce qui a été facile pour moi, et il me semble qu'il a dit ça à peu près, il faut avoir un seul objectif pour réussir dans une entreprise. Est-ce que ce n'est pas peut-être un semblant de réponse? C'est-à-dire, vous avez, en réalité, dans vos centres, par la taille, par ce que vous faites, par la monopathologie, vous avez votre objectif. Peut-être que dans les grands CHU, il y a trop d'objectifs. Disons qu'en tout cas, le risque, quand c'est trop grand, mais je pense qu'il peut y avoir je connais des centres de lutte contre le cancer en dehors de notre pays, qui sont grands et qui peuvent, où les praticiens soulignent parfois une perte de la vision, de l'objectif, ou une perte du sens, peut-être, qui traduisent ça comme ça. Je pense qu'il y a une question de taille quand même. La vision de ce qu'on doit faire, le sens de ce que l'on fait est un des éléments clés. Mais bon, ceci étant, aucun hôpital n'échappe quand même, il faut se le dire, même les centres de lutte contre le cancer, qui sont plutôt des endroits confortables à travailler, n'échappent à la pression qui est celle des praticiens et des soignants actuellement.